Merci à vous d'être encore une fois au rendez-vous de match après match. Notre talk pour parler de l'actualité du football. Elle a été une nouvelle fois riche, que ce soit au niveau suisse ou international. IB Bâle cet après-midi, le Servette FC, le FC Zurich, la dernière journée de Ligue des Champions qui s'annonce pour la semaine à venir. Il y a énormément de thèmes à évoquer. On ne pourra pas évidemment parler de tout, mais on parlera de beaucoup de choses au cours des 45 prochaines minutes avec Alain Rohrbach, Jérémy Manière et Tim Guillemin qui aurait très volontiers, Tim, parlé des prestations d'hiver dans le sport. Aujourd'hui, on n'en parlera pas beaucoup, mais si vous voulez dire 30 secondes votre amour aux sections à la fois masculines et féminines d'Yverdon, c'est le moment. Non, mon amour pas, mais simplement relever, effectivement, et je vous remercie de cette occasion, les 4 victoires consécutives d'Yverdon Sport qui permettent tous les espoirs et tous les rêves, sous réserve d'avoir la licence, bien sûr, ce sera une autre question. Dans quel stade pourrait jouer Yverdon en cas d'accession en Super League, on n'est pas là. Et les filles d'Yverdon, effectivement, leur premier but et leur premier point ce week-end après cette journée en à Haro, c'est à relever. Merci, vous pouvez commencer l'émission. Vous ne vous en voudrez pas de commencer en abordant Young Boys et Bâle. On y va, c'est bon. C'était l'affiche, il y avait un stade plein au Wankdorf, 31 120 spectateurs pour cette victoire bernoise sur le score de 3-1 dans une partie qui a été présentée par la Swiss Football League dans les jours qui ont précédé comme étant encore un match au sommet. Alors oui, IB est premier, Bâle est 6e, encore un match au sommet, vous partagez ? Tim. Oui, clairement. Non, mais pour moi, c'est le match du football suisse actuellement, même si aucun des deux est champion en titre. Mais non, IB Bâle, pour moi, c'est le match qu'on coche au premier dans le calendrier, clairement. Alain aussi. Nicolas, vous avez tout dit dans votre introduction. Est-ce que PSG et Marseille, quand Marseille n'était pas au firmament, n'était plus le match au sommet? Est-ce que l'année passée, le Real Madrid-Barça était un match moins attendu? Non. Rangers-Celtic, les Rangers qui ont été au fond de la cave pendant des années, ça reste des classiques de ces championnats. Et franchement, IB Bâle, il y a l'engouement. Et puis on l'a vu aujourd'hui avec la qualité proposée sur la pelouse. Je mets en bémol quand même. On n'a pas le record de Meister grâce au père. Oui. Voilà, historiquement, on ne peut quand même pas le dire. Mais sur ces 15-20 années, oui, IB Bâle, c'est le match, bien sûr. Non, et le truc qu'il y a surtout, c'est qu'il n'y a pas de réel contradicteur depuis 15-20 ans pour pouvoir peut-être poser problème sur la durée à ces équipes-là. Je crois que tant dans l'effectif, tant dans les structures, tant dans le taux de remplissage, de le public, il n'y a pas grand-chose à dire. Il y a Bâle, IB et les autres, en fait, actuellement. Malgré ce championnat moyen que nous propose Bâle, je crois que malgré tout, c'est le grand choc de notre championnat. C'est peut-être ça, je veux dire, qui est sous-jacent dans le débat, s'il y en a un, c'est que Bâle met quand même du temps à retrouver sa splendeur, mais ils avaient tellement d'avance sur IB et les autres pendant de nombreuses années que là, on s'est dit c'est une petite dépression qui ne va pas durer. Et puis cette année, on voit que ça prend pas, quoi. À l'époque, alors excepté le FCZ de la belle époque qui joue à la Ligue des Champions, je crois, à l'époque, Xavier Marguera, Bernard Chaland, de 2006. Un peu plus tard. Je crois qu'il n'y a pas vraiment d'autres équipes qui se sont installées. Et à l'époque, on voyait déjà IB, même si ils étaient qualifiés un peu de club de losers, parce que ça faisait très longtemps qu'ils n'avaient pas gagné. Mais on les érigeait en tant que principal contradicteur du FC Bâle, malgré le fait qu'ils ne gagnaient pas beaucoup de trophées. Et plus que les résultats actuels, moi, ce qui inquiète quand même du côté du FC Bâle, c'est ces problèmes structurels, ces problèmes d'argent, où on voit qu'une non-qualification en Conference League aurait été dramatique cette année comme l'année passée. C'est plus ça qui fait peur, je trouve. Et effectivement, par contre, le public est toujours là, les infrastructures. Il y a ce projet de nouveau stade qui a été dévoilé. Est-ce que c'est de la poudre aux yeux? Je ne sais pas, mais en tout cas, non, IB Bâle, ça reste une référence, pour moi en tout cas. Une référence qui n'a pas de surnom, ça c'est quand même assez surprenant. On connaît le Classico, le classique et tout ce que vous voulez dans d'autres championnats. On a un autre classiqueur, c'est Bâle Zurich en Suisse. Sur le match d'aujourd'hui, victoire de Young Boys, au vu de la qualité de la partie, choc au sommet? Ça a été un match de relativement bonne qualité, en tout cas de ce que j'ai vu. J'ai vu 60 minutes de cette partie. Ce que j'ai vu m'a plu, avec un IB qui a très bien commencé, qui a été quand même pour moi bien supérieur à Bâle, mais qui s'est fait un petit peu peur en deuxième période. Bâle a mis un petit peu le nez à la fenêtre et par ses individualités, par les changements aussi entrepris par Alex Frey, a été capable un peu de semer le doute dans les esprits bernois. Mais finalement, ils ont tenu et Sierro a mis le 3e au meilleur des moments et a couronné cette belle partie du côté bernois. IB, c'est 4 tirs cadrés, 3 buts. Ça reste d'une efficacité crasse. Moi, je l'ai vu entre deux montages de sujets, ce match. Parce qu'on a toujours envie de suivre un IB Bâle, mais au final, 4 tirs cadrés de part et d'autre. Mais un IB quand même plus, on va dire, sûr de ses acquis que Bâle qui
Je suis désolé, il va falloir trouver une solution mercato d'hiver. On ne peut pas garder. Ils n'ont pas assez de joueurs, je crois. Je crois qu'ils sont bons. Alors voilà, il va pas assez d'attaquants, c'est ça. Mais je pense pas assez de bons attaquants. Mais on est d'accord qu'une des solutions, ça passe par. Il faut faire des choix. C'est un peu comme si on les avait pris tous 6 mois à l'essai. Et puis à un moment donné, il faut faire confiance. Allez, on va dire quoi, à 4, et les 3 autres, on est obligé de les prêter. J'allais dire les caser, c'est un peu péjoratif. Mais il faut trouver des solutions. Il y a trop de joueurs. Après, est-ce qu'ils ont aussi misé sur les bons leaders? C'est ça. Michael Lang, Taolan Chaka, Frey, c'est des super joueurs. Mais est-ce que c'est les joueurs qui ont la mentalité pour recadrer justement ces jeunes très ambitieux qui arrivent? Honnêtement, je n'ai pas la réponse. Mais je me pose quand même cette question-là. Moi, c'est pas celle-là la question à laquelle je me pose. C'est plutôt le fait de se dire ces 3 joueurs-là, ils sont plus sur le déclin que dans la meilleure phase de leur carrière. Et c'est pas leur faire injure de dire ça. Hein. Je crois que Taolan Chaka, il est un petit peu baladé de poste en poste actuellement. Il joue latéral, il dépanne. Et c'est loin d'être le Taolan Chaka de la belle époque qui récupère un nombre incalculable de ballons à mi-terrain. Encore, je trouve Fabian Frey peut-être le plus régulier de ces 3. Michael Lang, on l'a vu pas mal en difficulté. Il a été aussi mis en concurrence avec Lopez très souvent. Et, ce qui n'a pas aidé à ce qu'il trouve vraiment un rythme de croisière dans ses performances et une certaine régularité. C'est pas des joueurs qui sont vieux. Frey, je crois il est né en 1989. Lang, c'est 91 Chaka aussi. C'est des joueurs qui ont 31 ans ou 33 ans. Il leur reste des années, mais c'est pas des joueurs qui sont au-dessus vraiment. Enfin, c'est des bons joueurs de Super League, mais pas des joueurs qui sont au-dessus de tous les autres joueurs. Mais le problème, il est là. Bâle a des joueurs de moins de 25 ans, des joueurs de plus de 31 ans. Au milieu, il y a Salvi et Adams. En ce qui concerne le contingent, la construction de ce contingent. Mais voilà, au-delà des difficultés bâloises, qu'est-ce que ces 2 clubs ont de plus que les autres en Suisse? Moi, je vais quand même rebondir là-dessus. Parce qu'on prend Lustenberger, par exemple, qui est aussi un joueur qui est sur le déclin. Mais lui, il a amené son expérience. Il a su amener ça. Entre Sessiger, par exemple, qui est en train d'éclater cette année, même si ça reste pas mon défenseur central préféré, mais il faut être objectif. Il est en train de prendre une belle dimension. Ouais. Et c'est aussi grâce à Lustenberger. Et je me dis que ça, c'est un leader positif. Et c'est les retours que j'ai de l'entourage d'IB, c'est ça. La question que je me pose, c'est à Bâle, est-ce que les gars ils sont prêts justement à faire cet effort-là pour les jeunes? Et voilà. Et si jamais se pose pas cette question, j'aimerais me la poser quand même. Pour répondre à votre question, il suffit de fréquenter ne serait-ce qu'une fois les entrailles du Parc Saint-Jacques et puis les entrailles du Wangdorf, de vivre une journée en coulisses avec Young Boys et Bâle. La chance que nous avons, journalistes, je crois que les campagnes européennes de ces clubs les ont aussi fait grandir dans toutes les structures, dans l'accueil, dans l'accueil des sponsors, donc des VIP, des journalistes, des représentants des médias, donc des familles des joueurs, des familles. En général, il y a des family corners où on fait des actions spéciales. Et puis, à Berne, il y a la concurrence du hockey. Et malgré tout, ça marche parce qu'on a tout fait juste dans l'accueil des supporters et des sponsors. Et nous, on voit clairement la différence tous les week-ends en fonction des stades qu'on est amené à visiter, où il y a des postes qui sont doublés aussi en coulisses. Et dans certaines autres écuries où, justement, il y a des postes qui font défaut. Et ça, au final, dans le marketing, dans la recherche de sponsoring, dans comment soigner ces donateurs, ça fait aussi une différence. Et ça, c'est tellement important. Et pour moi, on parle souvent des détails, le poteau rentrant, le poteau sortant. Mais moi, je prétends que tout ça, ça se joue justement de les coulisses, comme le dit Alain. Pour moi, un club qui est serein derrière, un club qui travaille bien, un club qui double les postes, et c'est vrai, je suis complètement d'accord avec ça. Ça fait la différence pour moi, la note, entre le poteau rentrant et le poteau sortant. Sur la durée, ouais, c'est ça. Je crois que certains clubs, en fait, sous-estiment l'importance des bénévoles et sous-estiment aussi l'importance des personnes dans l'administration. On n'a qu'à le voir sur le nombre de postes ouverts dans les clubs de foot. C'est que des stagiaires ou que des contrats bas. Et malgré tout, c'est là aussi où il faut faire de l'investissement, pas seulement sur des joueurs qui gagnent 300 000 l'année. Et c'est vrai que, alors forcément, les campagnes européennes génèrent de l'argent, ça draine des rentrées économiques qui permettent aussi de renforcer une structure administrative forte. Mais peu importe, il y a quand même une idée à la base qui est de solidifier un club, de le professionnaliser. Et ça passe par tous les étages, y compris les personnes très importantes, que ce soit chef matériel, lavage, ticketing. Et ça, c'est ce que je trouve, en tout cas, en Suisse romande, on a de la peine à faire. Mais c'est tellement évident. S'il y a 2 personnes de plus au STOS aussi, ça peut paraître ridicule de dire ça, mais c'est des décisions qui doivent être prises dans les bureaux, parce qu'après, l'accueil sera meilleur, le temps d'attente sera moins long, et c'est des gens qui vont consommer plus, tout simplement. Là, vous parlez de la Praille à Genève. Hein. Alors, c'est un exemple concret. Je n'avais pas cet exemple concret de la tête, je mettais plutôt ça. Donc, il y a plusieurs stades en Suisse
Non, mais justement, pour être clair, un club qui, je trouve, n'investit pas assez dans les coulisses et pense trop au terrain, c'est Neuchâtel Xamax, par exemple, pour moi, c'est l'exemple qui me vient en premier, justement, que ce soit pour tous les échelons du club. Pour moi, ce qu'ils font actuellement sur le terrain, ça reflète ce qui se passe aux coulisses. Ce qui ne veut pas dire qu'ils travaillent mal, mais qu'ils ne mettent pas assez d'efforts sur ce qui se passe aux coulisses. Je confirme. Bon, un club qui a bien fonctionné, qui fonctionne un peu moins bien, quoique on en rediscutera peut-être différemment dans quelques semaines, peut-être déjà au cours des prochaines minutes. C'est l'autre extrémité du classement par rapport à Young Boys. C'est le FC Zurich qui se déplaçait aujourd'hui à Sion. On a écouté attentivement Claude Gross qui nous a dit dans l'avant-match de cette rencontre être inquiet quant à sa capacité au club désormais entraîné par Bo Henriksson à sortir du trou. 90 minutes plus tard, première victoire de la saison. Mais cette équipe, toujours lanterne rouge avec 6 points de retard sur Winterthur, reste-t-elle voire le candidat numéro 1 à la dernière place? Alain, la question elle est en premier pour vous. Les mathématiques, aujourd'hui, Winterthur fait ses points, c'est la bouteille à encre. Le classement, c'est quoi? 4 points d'écart entre Lucerne qui est 3e. Ah ben là, le classement est Winterthur qui a 15 points. Mais Zurich, avec le déclic... Nous, on a fait l'émission jeudi, on parlait d'aspect mental, on a eu un excellent sujet. Et d'ailleurs, on invite nos téléspectateurs à aller le voir sur la chaîne Blue Zoom, le magazine de l'Europa League, avec le coach mental de Bodo Glimt. Et là, j'ai l'impression qu'une seule victoire obtenue dans le temps additionnel à l'arraché contre Bodo Glimt, aujourd'hui on a vu un Zurich franchement entreprenant. On a vu enfin quelques qualités de certains de ces joueurs prometteurs qui étaient déjà là l'année passée, mais Léo Kita qui s'affirme de plus en plus, Marquezano qui retrouve des couleurs dans son jeu. Moi je dis non, voilà, si ça a pu lancer le FC Zurich, ça demande confirmation. Il y a un déplacement compliqué jeudi, mais on va peut-être pas trop prendre en compte la prestation de jeudi, mais on va voir maintenant jusqu'à la trêve internationale comment Zurich va enchaîner. Mais moi, je pense que Zurich va revenir dans le match. Clairement. Moi, je suis convaincu que ce sera Winterthur dernier. Alors vraiment, sans dénigrer le travail qui est fait là-bas, parce que c'est admirable à tous les niveaux. Public, ambiance, équipe et tout. Mais Winterthur, avec tout le respect, ça reste une équipe de Challenge League, avec des joueurs de Challenge League qui jouent une ligue trop haut, avec des joueurs qui se révèlent, je suis d'accord. Matteo Di Giusto, c'est fantastique et tout. Mais sur la durée, ils vont se faire dépasser par ceux-ci de Zurich. Et de nouveau, je ne dis pas ça pour dire du mal de Winterthur, mais pour moi, ce sera la 10e équipe, clairement. Qu'est-ce qui a changé à Zurich depuis jeudi? Parce que c'est vraiment depuis jeudi. Le week-end d'avant, c'était 4-1, une défaite dans le derby. Peut-être, vous allez me dire, c'est ça qui a fait changer les choses? Ouais, je crois. Alors non, c'est pas la lourde défaite dans le derby qui a fait changer les choses. Je crois plutôt que l'expérience positive vécue jeudi avec une victoire dans des circonstances particulières a fait que voilà, les joueurs se sont rendus compte qu'ils étaient toujours capables de gagner, qu'ils étaient toujours capables d'évoluer à un très très bon niveau, comme c'était le cas pour beaucoup d'entre eux la saison passée. Et certains jouent avec beaucoup plus d'entrain, sont beaucoup plus libérés en fait. Parce que je crois que ça trotte dans la tête en fait d'être un peu la risée du football suisse en étant champion, puis en étant dernier avec 0 victoire, en prenant des claques en Europa League contre le PSG. Ça trotte dans l'esprit d'un joueur et je crois que là voilà, c'est loin d'être parfait. Le bilan il est de loin pas bon. Mais cette première victoire les a lancés, ils sont capables de confirmer. Bon, ce qui a changé dans les propos que les joueurs nous ont tenus dès l'arrivée de Bo Henriksson, c'est on a tout donné. Alors c'est facile de dire, il faut travailler, mouiller le maillot, comme on est sur glace, on met du trafic devant le but, on connaît les phrases. Mais là, on a tout donné. Et c'est même ressorti jeudi aussi. Et aujourd'hui, ce qui a été nouveau dans les réactions qu'on a recueillies après match, ça nous a boosté et ça nous a allégé. Et je pense qu'effectivement, il n'y a rien de mieux que de gagner à la 94e, de se donner un infime espoir d'aller jouer quelque chose encore à l'Emirates jeudi. Et puis maintenant, on enchaîne. On confirme le dimanche. Est-ce que ce serait une bonne chose d'être repéré au printemps? Oui, alors ça, c'est un autre débat. Parce que je me dis, est-ce que ce serait pas mieux? Alors, ce serait magnifique de gagner à l'Emirates, mais est-ce que ce serait pas mieux de pouvoir faire une opération comme il n'y a plus de Coupe d'Europe, il n'y a plus de Coupe, il y a le championnat. Et puis là. Mais soyons honnêtes, c'est ce qui va se passer. Je suis d'un naturel optimiste, mais je vois Arsenal tous les week-ends, même avec l'équipe, même avec les remplaçants des remplaçants, ça va être très, 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 très compliqué à l'Emirates, n'en déplaise à Alain qui fera le déplacement. Non, mais c'est surtout qu'il faut en tout cas pas engager Jérémy pour faire le teasing de nos prochains studios parce qu'on n'aura pas de téléspectateurs. Hein, je préfère l'honnêteté pour nos téléspectateurs. On va faire une relance avec vous, Jérémy. Le leader du championnat d'Angleterre contre un club suisse, c'est comme tous les jours, ça suffit comme teasing. Mais est-ce que je peux refaire un petit virage à 180 degrés et revenir sur Bo Henriksson? Parce que j'allais y revenir, mais allez-y, Tim, avec grand plaisir. Magnifique, merci. Qu'est-ce qu'il a changé? Vous allez nous
dire ce qu'il a changé. Moi, je me réjouis de voir vraiment cette école du Nord, en fait, qu'on voit déjà au hockey sur glace de notre pays et qui apporte beaucoup de choses au niveau mental et au niveau tactique aussi, au niveau préparation psychologique. Et moi, je me réjouis de voir ce que ça donne au foot, parce que Midtjylland, on en a beaucoup entendu parler. Alors, à part les plus pointus des experts, on les a pas beaucoup vus jouer ici, mais on a beaucoup entendu parler de ce club révolutionnaire. Et innovant. Voilà, innovant, exactement, qui connaît bien Boenriksen. Et je pense que ce sera intéressant de voir sur le long terme. Alors, il a déjà amené quelque chose, les joueurs le disent, mais sur le long terme, quand il aura fait la préparation d'hiver, la longue préparation d'hiver, je me réjouis de voir ce que lui va amener justement de nouveau, et ce sera intéressant à suivre. Ouais, par contre, c'est un débat qu'on a aussi jeudi, c'est aussi une question de culture. Est-ce que nous, nos footballeurs en Suisse, ils auront cette ouverture d'esprit? On sait que dans les pays du Nord, ils l'ont. Et c'est pour ça qu'en hockey sur glace, on a aussi beaucoup de Suédois, de Finlandais qui viennent avec beaucoup de coachs du Nord qui arrivent pour transmettre cette mentalité dans le vestiaire. Dans le foot, je me vois mal avec 5-6 Finlandais. Après, c'est pas un vestiaire suisse-au-suisse, hein, le FCZ. C'est quand même assez... oui, mais le foot, ce que je veux dire, c'est beaucoup plus hétéroclite en termes de mentalité. Vous avez des joueurs d'Afrique, d'Amérique du Sud, des Européens, mais maintenant on a des Asiatiques, des cultures et des mélanges différents. Hockey sur glace, c'est quand même un peu plus facile, on va dire, à cantonner les mentalités. C'est limité à 5-6 nations, ouais, c'est vrai. Mais qu'est-ce qu'il a déjà amené? Qu'est-ce qu'il doit ou peut encore amener à Bo Henriksen? Il doit travailler sur tous les aspects. Par contre, on en avait parlé justement lors de ces plateaux Europa League le jeudi. Ce qui va vraiment faire la différence pour moi, c'est qu'il faut limiter la casse d'ici Noël. C'est pas cette victoire à Sion qui doit tout révolutionner et qui doit leur faire avoir de nouvelles ambitions. Je crois qu'il faut vraiment être pragmatique, essayer de faire le plus de points possible et ensuite vraiment accorder beaucoup d'importance à cette préparation d'hiver qui sera plus longue que d'habitude, où il aura vraiment le temps de faire comme on était 6 à 8 semaines avec son équipe, avec les retouches qu'il faudra niveau joueur. Et là, on pourra vraiment juger de son travail dès le mois de fin février. Oui, parce qu'ils ont quand même les moyens financiers de se renforcer, je pense. Je ne sais pas exactement combien de millions va rapporter l'Europa League, mais même s'ils ont perdu beaucoup de matchs. Ils vont en mettre quelques-uns pour payer Foda, mais ouais, ça, c'est une autre problématique. C'est vrai, mais je pense quand même qu'il y aura la place pour engager 2-3 cadres. Mais l'avenir nous le dira. C'est Zurich qui aujourd'hui revient à 3 points, monte dans le quart peut-être de Sion en se disant on est revenu à 3 points de Winterthur, ou peut-être on est revenu à 3 points de Winterthur, finalement toujours à 6 points. Est-ce que ça touche moins les joueurs aujourd'hui que ça aurait pu être le cas il y a une semaine? Quand vous gagnez, vous ne vous dites pas on a perdu une occasion de revenir sur Winterthur. Vous dites on a évité que Sion et les autres s'éloignent encore plus. Et quand vous avez attendu la 14e journée de championnat pour gagner un match, je pense que vous êtes plus facilement touché par le fait que vous avez enfin les 3 points, comme vous le dites, dans le quart du retour, que votre adversaire le plus proche au classement a gagné aussi. Je pense que de toute façon, Zurich sait que son salut passe par ses prestations et ne doit pas compter sur une dépression de Winterthur. Ouais, on n'est pas assez loin dans la saison pour penser comme ça, je rejoins Alain. Et puis, il ne faut pas oublier quelque chose, je cesse de le répéter, mais c'est mon avis, et je pense qu'en tant que joueur, j'aurais peut-être pensé comme ça aussi. Il y a moins de pression cette année, dû au format de cette Super League, de cette année de transition, qui fait que, bien sûr, toutes les équipes veulent éviter le barrage. Il y a des bonnes équipes en Challenge League, on le voit chaque semaine, mais le FCZ, même dans le pire des cas, doit être capable, sur 2 matchs, de battre le 3e de Challenge League. Alors, bien sûr, c'est dans 8 mois, hein, donc on ne veut pas y penser pour le FCZ, mais je crois quand même... Ils ont vécu une relégation traumatisante il y a peu. Les circonstances seraient différentes cette fois. Et je crois quand même que ça doit avoir un rôle plutôt positif dans les têtes. Et ça décharge un peu de pression quand même. Léger détail, peut-être même pas le 3e de Challenge League. Le 3e meilleur qui est la licence. Voilà. C'est encore parce que c'est encore une petite donnée supplémentaire. Mais il ne faut pas oublier non plus, la trêve, elle va changer beaucoup de choses. Elle sera beaucoup plus longue que d'habitude. Et on a vu, les dynamiques peuvent tellement s'inverser. On a vu Lucerne, on a vu Saint-Gall, qui ont chaque fois fait du 2e tour de feu. Et moi, j'attends la même chose du FCZ. Et en fait, c'est exactement ce que dit Tim. Et ça sera valable pour toutes les équipes. Donc celles qui sont en bas de tableau, mais celles qui ont aussi une dynamique positive. S'arrêter à mi-novembre pour redémarrer un championnat le 21 janvier, va falloir très très bien gérer cette pause. Alors on n'aura pas énormément de joueurs qui vont partir disputer la Coupe du Monde, mais les clubs se sont posés beaucoup de questions. Quand donner les congés, quand faire les préparations, c'est très différent selon les clubs. Très différent selon les clubs. Et là, ce sera une excellente thématique pour vous, Nicolas, parce que la reprise, elle s'annonce passionnante en fonction des choix. C'est un peu comme en Formule 1, est-ce que je mets des pneus pluie ou des slicks Ouais.
C'était la même chose. C'est la même chose après le Covid aussi. On ne savait pas quelle équipe avait mieux géré cette pause forcée. Et là, ce sera la même chose. Ce sera nouveau. Ça va être passionnant. On va parler d'un autre club qui aura certainement une pause plutôt sympathique. L'actuel 2e du classement, c'est déjà même presque certain que le Servette FC passera 2 mois à la 2e place. Il reste 2 journées avant cette pause et 5 points d'avance pour les Grenats sur Lucerne et sur Sion. Alors Lucerne a un match de plus à jouer, on ne va pas l'oublier quand même. Mais un beau parcours jusque-là de cette formation servettienne qui... depuis quelques semaines, enchaîne les matchs nuls avec une petite victoire quand même là au milieu contre Grasshopper. Et aujourd'hui, avec un effectif qui tourne très très peu, le dauphin de Young Boys. Cet effectif où Alain Geiger ne tourne pas beaucoup, est-ce que c'est plutôt une bonne idée ou ça amène certaines limites à un moment ou à un autre, Jérémy? Alors ça a toujours été reproché à Alain Geiger, malgré les bons résultats qu'il a quand même fait. Il a réussi à stabiliser le club en Super League. C'est pas un coach qui m'a toujours enthousiasmé, mais par contre, il faut quand même rendre à César ce qui est à César. Il est un des principaux hommes forts du projet Servette depuis la remontée du club en 2019, si je ne me trompe pas. Et il faut lui donner tout le crédit qu'il mérite pour ça. Je crois aussi que le peu de turnover qui est fait cette année, il est aussi dicté par cette saison particulière et cette Coupe du Monde qui intervient mi-novembre. Je crois qu'il y a moins besoin. D'habitude, on jouait jusqu'à mi-décembre quasiment. Je crois que les corps sont peut-être plus armés à jouer 14 matchs, à enchaîner, que peut-être par le passé où on finissait à 16 ou 17 ou 18 journées à Noël. Donc, pour une fois, je dirais que le turnover me dérange pas vraiment. Le peu de turnover me dérange pas à Servette et les résultats le démontrent aussi. Il a une ossature qui fonctionne très très bien. Ce mode de fonctionnement, pour vous, c'est plutôt une des forces actuelles ou ça peut être une limite quand même? C'est une force, mais comme tout le monde, j'invente rien. J'aimerais voir plus de jeunes issus de l'académie. Je me dis peut-être qu'en Roger Jonakossi, s'il avait eu des garanties, peut-être qu'aujourd'hui, Alain Geiger serait tout content de l'avoir en défense centrale avec les problèmes qu'il a, plutôt que de partir dans la réserve. Des garanties, ça n'existe pas dans le foot. Oui, mais le discours de l'entraîneur quand même. Si le club et l'entraîneur te font comprendre qu'ils comptent sur toi, peut-être que ça peut compter dans le développement de jeunes, ce qui manifestement n'était pas le cas. Et ce qui manifestement n'est pas le cas, parce que même s'ils ne se plaignent pas directement, les jeunes en auto quand même, on voit et on constate que ces jeunes ne sont pas assez sur le terrain, même s'il y en a. Il ne faut pas l'enlever. Nicolas Vouillot, il est là, il y en a d'autres. Antunes, avant d'être blessé. Voilà. Il y a beaucoup qui ont été lancés, mais qui ont peu de temps de jeu quand même sur la durée, sur l'enchaînement des matchs. On aimerait bien voir Montero plus et d'autres, ça c'est clair. Mais, donc du coup, je pense qu'en fait, je suis d'accord avec Jérémy qu'il optimise les résultats, clairement, c'est indéniable. Mais peut-être qu'on aimerait qu'il en profite pour lancer plus de jeunes, quoi. C'est clairement le débat qu'on entend de manière récurrente quand on a le plaisir d'aller faire un match à la Praille, que ce soit les supporters et même certains dirigeants. Prenons le cas d'Imery. Avant d'exploser, il était très souvent cantonné à un rôle de joker. Il rentrait, il était décisif, et puis on ne comprenait pas pourquoi il n'était pas titulaire. Et un jour, il a fallu chercher une solution, et pour ça aussi, Alain Geiger est très très fort. Il trouve toujours des solutions qui fonctionnent, et ça, il faut aussi lui rendre. Et là, avec Imery, voilà, il a su saisir sa chance à ce moment-là, mais on ne lui donnait pas forcément toujours le crédit qu'il méritait avant. Et là, pour certains jeunes, c'est un peu un éternel recommencement. Alors, est-ce que c'est l'ensemble du staff et pas forcément toujours Alain Geiger, même si le dernier choix lui appartient? Mais est-ce que le développement d'Imery, au final, cette volonté de l'amener petit à petit de la part d'Alain Geiger, et ensuite de réussir pour le club à le vendre pour plusieurs millions, ça ne donne pas finalement raison à l'entraîneur? Clairement. Oui. Franchement, clairement. Ils l'ont fait patienter. C'est un peu comme un Phil Foden à Manchester City, qui très très longtemps a été mis un petit peu sur le banc, en tribune par Guardiola, qui a fait ses débuts à 16 ou 17 ans avec la première équipe, mais qui a vraiment eu un rôle seulement à 19 ou 20 ans. Et au final, il l'a fait mûrir, il l'a fait acquérir de l'expérience au contact des joueurs plus expérimentés à l'entraînement. Et finalement, il lui a fallu que 6 mois, parce que quand il a commencé à jouer, à enchaîner, il était prêt. Donc 6 mois après, il rapporte 3 ou 4 millions au club et il dit bye-bye, et puis il signe chez le meilleur club de Suisse. Donc au final, ça donne raison à Alain Geiger, tout à fait. Ouais, moi je suis quand même plus partagé. On ne le saura jamais en fait. Parce que est-ce que c'était le bon moment? En tout cas, ce n'était pas le mauvais moment, parce que ça a fonctionné. Mais on peut aussi poser, comme le sous-auteur Alain et moi, je suis quand même plutôt de cet avis-là,
s'il avait eu 6 mois, une année de plus, il aurait peut-être pu apporter plus à ce moment-là à Servette. Parce qu'on le voyait quand même. On n'est pas fou, on voyait quand même ce talent, on voyait par bribes à la Gaguerre. Mais dans quel registre, dans quel poste? Il y avait des joueurs qui marchaient fort à sa position aussi pour moi. C'est pour ça que tu ne sauras jamais en fait. Parce qu'au final, ça donne raison, mais pas vraiment. Parce qu'on n'a pas eu la possibilité de comparer. Moi, ce que je dis aussi, c'est que souvent, l'entourage du club est impatient. Les dirigeants, les présidents et forcément ceux qui veulent faire du cash ou de la rentrée d'argent avec les joueurs aimeraient les voir plus souvent, mais il y a une réalité sportive aussi, c'est que si vos jeunes ils sont loin du niveau, ça ne sert à rien non plus de prendre casquette sur casquette, parce que qui va trinquer au final? Donc ça, c'est toujours l'entraîneur et son staff. Donc l'équilibre, il est tellement ténu qu'on comprend, quoi. Mais effectivement, quand on est dans une situation comme celle-ci, plutôt que de changer à la 80e, on pourrait peut-être changer à la 60 ou la 70e. Ça, on peut le concevoir. Au-delà des jeunes, il y a aussi certains joueurs d'expérience qui, avec ce manque de turnover, ne jouent pas beaucoup. J'ai regardé, Val, centré 85e hier. Comment les garde de bonne humeur et motivés? C'est dur, mais comme dit Jérémy, finalement, la fin de ce premier tour, c'est très vite. Je pense que c'est ça la clé. En disant que les cartes vont être rebrassées, qu'il y aura une nouvelle grande préparation. Il y a lui, il y a Moritz Bauer aussi, pour lequel c'est quand même pas facile. Alors, je sais que ses prestations n'ont pas toujours été exceptionnelles, mais ça reste un joueur d'expérience quand même. Et c'est vrai, il y a quand même... quand on dit que le contingent n'est pas si grand, attention, parce qu'il y a quand même des joueurs d'expérience qui ne jouent pas, vous avez raison. Bon, après, never change a winning team, on ne change pas une équipe qui gagne. Je veux dire, même si ces temps, ça ne gagne pas tous les matchs, ça creuse l'écart sur le peloton de poursuivants. Moi, je veux dire, on a connu ça à tous les niveaux, même au niveau amateur. Les copains qui sont sur le terrain font le job. On attend qu'ils soient suspendus, qu'il ait éventuellement mal à une cheville ou à un adducteur. Servette ne joue pas à la Coupe d'Europe. Servette, il n'y a eu qu'une seule journée de Super League prévue en semaine, donc seulement une semaine anglaise depuis juillet jusqu'à maintenant. Il n'y a pas de raison de changer. Puis il y a des équilibres. Il y a des équilibres à trouver. Peut-être que Valls ne rentre pas avec la forme actuelle du trio médian. C'est possible. Après, il faut quand même préciser, pour moi, ce n'est pas le contingent qui est restreint. Le contingent, pour moi, il est très bien. Il a été même, les postes sont doublés, voire triplés à certains endroits, quand on voit que certains joueurs des moins de 21, même sont souvent maintenant en première équipe, comme Montero ou bien Anthony Baron. J'ai été très, très critique au début juillet sur le mercato de Servette. Et pour moi, il s'est très, très bien terminé avec les arrivées de Kutesa et Crivelli, notamment. Pour moi, les postes sont doublés. Par contre, c'est vrai que c'est souvent les mêmes visages qu'on voit sur le terrain, mais on ne peut pas le reprocher actuellement au staff de Servette parce que ça fonctionne. Il y a, comme le classement le montrait, il y a des points d'avance. Et c'est vraiment, on sent une force. C'est difficile de jouer contre Servette. C'est compliqué de gagner, surtout contre Servette. Puis après, juste un dernier mot, tout reste relatif. 24 licences déjà utilisées. On a encore vérifié ça avant de démarrer l'émission. Alors oui, il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas non plus 300 minutes de temps de jeu. Mais voilà, ils sont là. Quand on peut les faire jouer, on les fait jouer. Et puis la saison est encore longue. Donc comme on l'a dit, ce printemps, ça peut évoluer. 1-2 joueurs qui partent. Mais après, voilà, Kutesa et Crivelli ne sont pas venus non plus pour rien. On disait il faut absolument des renforts, il faut absolument trouver quelqu'un devant. Donc ces deux joueurs-là, clairement, quand ils viennent dans votre organisation, au niveau du statut, ils passent devant vos jeunes. C'est logique. C'est pas anecdotique non plus. Servette M21 est très bon, avec des joueurs qui font la différence. Je pense à Mohamed Ilyas Chaibi, qui est le meilleur buteur de Première Ligue, qui n'est pas jeune par contre, qui a déjà 25 ou 26 ans. Toiti qui est très fort aussi. Oui, exactement. Et je pense que ça, c'est pas anecdotique non plus. Servette travaille bien à tous les étages. Et qu'il y a une certaine ambition parce qu'il n'y a pas de finale de promotion pour les premiers de groupe. Jérémy, si je ne m'abuse. Oui, tout à fait. Les 3 premiers de Première Ligue classique seront directement promus. Ceci explique aussi peut-être cela concernant la motivation de ces jeunes Servettiens, premier pour les M21, deuxième pour la première équipe. Donc, pour clore ce thème, que d'efforts et pas de limite avec cette utilisation actuelle d'Alain Gaguerre de son contingent. Il fait tout juste. La limite, c'est l'hymne de la Ligue des Champions.
en juillet prochain, au deuxième tour qualificatif. Ah, regarde, faut attendre les barrages pour entendre l'hymne. Ah, c'est vrai, il n'y a pas les... Non, faut... Je suis désolé. Même pas une banderole, non. Même pas une banderole, là. À moins que l'UEFA change ses règlements d'ici l'été prochain, mais j'y crois pas trop. À propos de l'UEFA et de la Champions League, on approche de la fin de la phase de groupe. Ça sera pour les prochains jours, mardi et mercredi. Et avant cette 6e et dernière journée, on connaît déjà 12 des 16 qualifiés pour les 8e de finale. Personnellement, je trouve que ça fait un peu beaucoup. Jérémy, moi, je ne suis pas du même avis. Moi, alors, si vous m'aviez dit ça après 3 ou 4 matchs, OK, là, il y a eu 5 matchs de jouer. Il y a les favoris qui se sont détachés pour la plupart. Et moi, ça ne me choque pas, après 15 points potentiels en jeu, qu'il y ait 3/4 des équipes qui sont déjà connues, enfin 3/4 des qualifiés qui soient déjà connus. Par contre, il y a encore certains enjeux, la première, la deuxième place dans passablement de groupe. Pour moi, rien de RAS, rien de spécial à signaler. Vous aussi ? Ouais, moi je suis assez d'accord. C'est cette Champions League qui fait la part belle aux riches. Pour tête de série, non, mais c'est vrai. C'est évident. Alors, je suis d'accord, il y a des exceptions. Atlético Madrid, on ne sait pas. Okay. Mais comme dit Jérémy, les qualifiés qui sont déjà connus, vous les connaissiez déjà au tirage au sort. Donc, c'est pas tout à fait ce que je dis, parce qu'on prend le Barça, la Juve. Pour moi, il y a suffisamment de surprises, il y a suffisamment de suspense aussi. Pour moi, c'est encore 2 choses à dissocier, mais. Je ne suis pas choqué, en fait, qu'il y ait déjà pas mal de qualifiés qui soient connus. Non, on n'est pas choqué, on dit que c'est logique et décevant. Tellement il y a de différence entre les tout gros, désormais, et, entre guillemets, la deuxième gamme. Bah oui, mais c'est clairement ça, une différence de moyens. Et ça ne vous embête pas ? Mais bien sûr, moi ça m'embête depuis la création. Faut pas lui dire ça. Non, mais bien sûr. Non, mais vous voulez me parler de réforme, je vous l'ai dit, ma réforme. On prenait 56 membres de l'association membre de l'UEFA, on prenait 56 champions, puis on fait la Ligue des champions. Ça, c'est ma réforme. À l'ancienne. On enlève les Russes, si vous voulez, ça fait 55. Mais voilà, pour moi, c'est ça ma réforme. Il y a beaucoup de stars qui passeront plus à la télé, là. Mais c'est le format de la compétition qui veut ça. On le sait tous. Les 6 billets qui sont attribués via les barrages, c'est pour faire plaisir, et on voit ces clubs, ils régatent pas. Et les plus grands vont toucher toujours plus. Et puis ceux qui n'y arrivent pas. Mais on avait le débat avant avec les IB dans le championnat suisse, c'est la même chose. Les clubs suisses qui arrivent à gratter quelques tours en Coupe d'Europe, ils font la différence avec ceux qui n'y vont jamais. Et là, au niveau de la scène européenne, il y a déjà des pays qui sont très puissants. Donc forcément, ils ont quand même beaucoup de représentants qui vont assez loin dans cette compétition lucrative. Alors après, qu'il y ait déjà 12 qualifiés sur 16, moi je ne me pose pas la question. Ces termes, il reste de l'enjeu pour nos dernières soirées. Il reste des enjeux, comme le disait Jérémy, première, deuxième place, entre Naples, Liverpool et d'autres groupes. Et c'est ça qu'il faut retenir. Et moi, ce que je déteste, c'est qu'en fait, il y a quand même une certaine arrogance là derrière. C'est qu'on prend des clubs qui travaillent très bien, comme le Victoria Pilsen par exemple. On les prend comme faire valoir, en fait, pour venir s'en prendre 4 et 5. On les prend pour des guignols, alors que c'est un club qui est vraiment bien structuré, qui bosse bien. Et moi, c'est ça qui mérite. Et après, le problème, c'est qu'après Pilsen, ils vont quand même toucher les dizaines de millions de leur participation. Donc, du coup, ils vont régner encore plus sur le championnat national. Ils vont piller les meilleurs talents des clubs tchèques. Et puis, ça crée des équipes à tous les niveaux. Donc, moi, c'est Champions League, évidemment, que je n'aborde le format. Parce qu'il faut aussi regarder. Si vous regardez la proportion des... Le format d'accession, le format de jeu en lui-même, il est bien. Le format de jeu, il est nickel. Ouais. Non, je ne sais pas ça. Format d'accession. Regardez la carte des pays qualifiés. En gros, ça va de Lisbonne à Vienne. Vous mettez encore 2 clubs à l'Est, Kiev et Donetsk, et c'est fini. Il y a 26 des 32 participants qui sont connus à la fin des championnats respectifs. Oui. Donc voilà. Non, mais surtout, c'est presque une ligue fermée finalement. Et surtout, je suis désolé, mais il y a des équilibres clairs en direction de l'ouest de l'Europe. Et ça, moi, ça m'énerve de ne pas avoir des clubs historiques de Serbie, de Grèce, de Russie ou d'Ukraine qui soient plus régulièrement représentés. C'est de leur faute parce qu'ils ne gagnent pas les matchs, mais en même temps, tout est fait pour qu'ils gagnent. Est-ce qu'on leur donne une chance de gagner les matchs ? Au début du match, oui, il y a un ballon, il y a 22 joueurs, mais clairement sur la longueur, il y a 0-0. Vous avez oublié ce détail. Non, mais je suis d'accord. Mais sur la longueur, non, on les exclut de fait, je suis désolé. Bon, dans une année, un peu plus pour la saison 2024-2025, il y aura une nouvelle formule. Je ne sais pas si... Un tableau pour l'expliquer ? Alors, il y aura 36 équipes. Il y aura 8 matchs de la phase de groupe contre 8 adversaires différents. Les 8 premiers au terme des 8 rencontres iront en 8e de finale. De 9 à 24, ça sera un barrage pour compléter les 8e de finale. Et les autres
à la Et maison. puis surtout un calendrier asymétrique où certaines équipes jouent contre d'autres et d'autres ne s'affrontent pas. Exactement. En fait, il y aura une ligue à 36 et vous ne faites que 8 matchs à l'intérieur de cette ligue de 36 et on va faire un classement comme l'a dit Nicolas. On parlait beaucoup de mérite sportif pour les fameuses playoffs en Super League. Là, le mérite sportif est top. Quand on affronte peut-être le Barça, non, alors c'est un très mauvais exemple le Barça. Quand on affronte le Real Madrid, City et puis Liverpool potentiellement et puis. Bon, il y aura des classifications. Oui, bien sûr. Il y aura des classifications, mais c'est vrai qu'on ne fait rien pour simplifier l'exercice, en tout cas pour le public, pas lambda, mais ne serait-ce que déjà l'amateur de foot, pour comprendre la formule. La logique qui est là derrière, si ce n'est qu'on va élargir un peu plus pour arroser un peu plus les grandes nations. Voilà. Et un peu plus de matchs aussi. Oui. Encore un peu plus de matchs, mais pas avec les champions des 56 pays. Mais c'est toujours ça le problème. Je suis désolé, moi, alors, je trouve très bien que l'UEFA ait quand même jeté en os comme ça avec la Conference League. Je trouve quand même bien, ça permet quand même aux clubs plus petits et des plus petites fédérations de se développer. Mais là aussi, il y a une certaine arrogance, je trouve, d'un peu tout le monde par rapport à cette Conference League qui est une belle compétition. Pardon, final, ce que je veux dire, c'est une grande nation qui a gagné aussi. Ouais, oui. Ce que je voulais dire, c'est que cette réforme, elle est induite par la pression que l'UEFA a eue des grands clubs qui voulaient faire sécession. On ne va pas se mentir ici. Pour éviter cela, on va faire des répartitions du gâteau qui vont encore un peu plus dans votre sens, parce que c'est effectivement vous qui drainez les foules, qui faites les audiences, qui nous permettent de vendre les droits encore un peu plus cher, de faire des contrats de sponsoring avec les grandes marques internationales, etc. quoi. Et on va une nouvelle fois retrouver les faire-valoir qui vont jouer des places 25 à 36, mais aller demander au champion suisse s'il n'est pas content quand même d'aller affronter Manchester United, la Juventus, Villarreal et aux joueurs. Et Liverpool, si on pense à l'époque de Bâle, eux ils réfléchissent pas comme ça. Donc on verra comment s'orientera cette formule, mais en tout cas en termes de simplicité. Et en tout cas, si vous vouliez faire un parallèle avec le suspense, je ne sais pas s'il y aura plus de suspense avec cette nouvelle formule. Réponse dans une année. Vous avez encore une année et une journée pour profiter des phases de groupe à 4 équipes par groupe, à 6 matchs. Et il y a un groupe, j'ai quand même envie de m'y arrêter pour revenir à l'actualité, c'est le groupe D. Au moment du tirage au sort, il a été un peu raillé. Un groupe d'Europa League, a-t-on entendu par-ci par-là, Tottenham, Sporting, Eintracht Francfort et Olympique de Marseille. Et au final, c'est le seul groupe où il y a un suspense total avant la dernière journée. 8 points pour les Anglais, 7 pour les Portugais et les Allemands, 6 pour Marseille. C'est pas finalement ce qu'on a envie. Un groupe où il y a 2 points d'écart avant la dernière journée et tout le monde peut espérer absolument tout. Ouais, ça va être beau à voir, honnêtement. Moi, j'aime assez ce que propose Igor Tudor avec Marseille. J'aime assez son management assez dur. Moi, j'aime bien. Non, mais j'aime bien la manière. À la croate, un petit peu. Non, mais j'aime assez là, comme il fait avec ses stars, avec Payet et tout ça. Non, mais au-delà de ça, oui, c'est un groupe qui est magnifique. Ça va être une belle dernière journée. En fait, on n'a pas les tout gros pour rebondir sur ce qu'on disait avant, et puis on voit le résultat. Mais c'est vrai que quand vous avez comme tête de série le vainqueur de l'Europa League, qui avait terminé 7 ou 8e, je crois. Ou même un peu plus bas. Même plus bas encore dans le championnat allemand. Et que vous avez Marseille qui était deuxième, Sporting aussi qui était pas. Enfin, vous avez 4 équipes qui ne sont pas championnes, tout simplement. Et Tottenham qui n'a jamais brillé en Europe, à part la saison où ils font demi-finale ou finale récemment. Mais c'est vrai que c'est pas une équipe qui est habituée à être bon en Europe. Ça, typiquement, c'est un faux gros. On parle pas de qualité football. C'est un faux gros, tout à fait. Ouais. Tottenham, pour moi, c'est clairement un faux gros qui profite clairement de la surpuissance du football anglais. Là, justement. Et clairement, alors si on fait une Super League et qu'on parle de Champions League des puissants avec Tottenham, je me permets de rigoler. Maintenant qu'on a certains qui ne vont pas apprécier vos propos. Je suis prêt. Ils sont pas autour de cette table. Non, mais on est d'accord, on parle de suspense, mais on ne parle pas de qualité de football. Donc, ce n'est pas non plus le groupe qui, effectivement, a livré le meilleur football. Après, qu'est-ce qu'on préfère au bout d'un moment? Il y a le groupe de l'Atlético Porto, Leverkusen, ce n'était pas non plus Bruges, qui n'était pas. Quoique, on a eu des surprises. Mais qu'est-ce qu'on préfère? Un peu de suspense la dernière journée ou des matchs avec des gestes techniques incroyables, de l'intensité sur 90 minutes? Un bon mélange. Les deux, un bon mélange, ouais, je crois. Non, mais moi, je ne suis pas contre le Bayern le Real. Je considère qu'ils ont leur place au football européen. Je considère simplement que leur place aujourd'hui, elle est beaucoup trop grosse. Elle est surévaluée par rapport aux autres équipes, tout simplement. Mais c'est beau à voir. Personne ne va s'en cacher. Voir jouer le Bayern
Et voir jouer le Real, c'est magnifique. Mais si ça se trouve, on va avoir un festival cette semaine, parce que c'est vraiment 2 finales, enfin c'est 2 16e de finale quelque part, qu'on joue sur un seul match. Et puis moi je me réjouis en tout cas de les retrouver pour ce Marseille-Tottenham qu'on va suivre très attentivement. Voilà, l'autre c'est Sporting Eintracht. Ouais. Un pronostic? Qui veut se mouiller? Tottenham, c'est une très bonne question. Tottenham avec un nul se qualifie. Ouais, Tottenham va le faire. Tottenham va le faire. C'est-à-dire que je vois le bien fait l'Eintracht pas. aussi, ils sont armés, ils sont déjà allés gagner au Barça la saison passée. C'est une équipe qui est capable aussi d'amener avec elle beaucoup de supporters. Et je vois bien l'Eintracht faire l'exploit. Je suis d'accord, Tottenham va aller chercher en tout cas le point dont ils ont besoin. Et par contre, je crois beaucoup à ce Sporting, moi, avec Ruben Amorim. Qui joue super bien. Fantastique. Ouais. J'aimerais qu'ils soient récompensés et je pense qu'ils vont l'être. Moi, je pense que Marseille, devant son public, va une nouvelle fois subir la pression. Malheureusement, je pense que ça ne va pas le faire. Après, est-ce que Tottenham et Sporting peuvent passer les deux? Je ne crois pas qu'il y ait un cas de figure qui le permette de mémoire, mais ce serait aussi mes 2 coups de cœur dans ce groupe. Sporting et Tottenham. Sporting et Tottenham. Il y a unanimité autour de cette table. Merci. Non, moi j'ai Pardon, effectivement, rendons à Jérémy ce qui appartient à Jérémy. Vous serez devant vos écrans, ça sera mardi soir 21h pour ces 2 rencontres. Ce groupe E, suspense aussi dans le groupe E, entre Milan 7 points et Salzbourg 6. Rendez-vous pour ces 2 formations à San Siro. Et dans le groupe F, Shakhtar 9 points, Leipzig 6 avec la possibilité, ou l'inverse, avec la possibilité, effectivement, pour Leipzig en s'imposant de renverser la situation. Tout cela, ça sera entre mardi et mercredi. Non, c'est le Shakhtar qui est en retard. Mais le Shakhtar, ils ont gagné à Leipzig. Donc s'ils les battent... Voilà, exactement. Vous ne demandez pas son pronostic à Tim sur Shakhtar Leipzig. Je crois que ça sera plutôt côté ukrainien que son cœur penchera. On a fait le tour. Merci Jérémy. Merci. Merci Tim de me corriger aussi quand cela est nécessaire. Merci Alain. Les rendez-vous mardi, mercredi et jeudi aussi avec les 2 plus petites compétitions européennes, l'Europa League et la Conference League. Il y aura du suspense pour Bâle et un peu pour Zurich aussi. Portez-vous bien, passez une bonne semaine et à très vite pour encore plus de football. Au revoir.